Bonjour à tous, je suis Sandrine Briat, conseillère en innovation et productivité chez Développement économique Nouvelle-Beauce. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce midi pour ce webinaire sur la réalité augmentée au profit de votre efficacité. Juste avant de vous présenter Monsieur Timineur, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous expliquer le fonctionnement de notre webinaire. Il sera d'une durée maximale d'1 heure. Si vous avez des questions, excusez-moi, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat au fur et à mesure de la présentation. On fera en sorte qu'elle soit posée à notre conférencier durant le webinaire ou tout à la fin de celui-ci. Ce webinaire est enregistré et vous sera transmis par la suite. Donc, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Philippe Timineur, gestionnaire des ventes et conseiller en ressources humaines chez DeepSight. Gradué d'un baccalauréat en administration des affaires, volet communication marketing, il s'est joint à l'organisation euh, pour s'occuper de tout ce qui est développement de la plateforme au Québec et à l'international. Donc, supporter la commercialisation. Avec un parcours atypique, Philippe a travaillé à l'international autant au Japon, en Australie, dans l'Ouest canadien, dans l'enseignement du ski. Fort de ses recherches en pédagogie, de discussions avec des spécialistes de l'apprentissage et aussi avec son bagage professionnel dans l'enseignement, Philippe vient nous parler aujourd'hui d'apprentissage grâce à la réalité augmentée et aux lunettes intelligentes. Bienvenue Philippe, merci d'être avec nous. Je vous laisse Merci. la parole. Ben, tu peux me tutoyer, Sandrine. Oui, c'est ça. Je ne sais Je me pas trop. sentais. Non, 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 ben oui. Vous allez voir, pour les gens qui m'ont déjà rencontré, là, vous savez, chez DeepSight, on est professionnel, mais on est très familier. Là. Donc, C'est bien merci parfait. merci de l'invitation, Sandrine. Ça fait plaisir d'être ici avec vous. Tu as parlé du titre de la présentation. Je peux commencer à partager mon écran, là. Tout à fait. Euh, Il y a un petit changement. Tu sais, on avait évalué au début une conférence reliée à l'efficacité, peut-être aussi orientée Deep Side, mais quand on a vu la liste des participants, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs gens avec qui on avait déjà parlé, soit en personne dans des événements, sinon en rencontre exploratoire qu'on fait parfois. Puis ce qu'on s'est dit, c'est bien pourquoi pas modifier un petit peu, parler plutôt d'apprentissage, parler de réalité augmentée, parler de lunettes intelligentes, mais vraiment par rapport à l'apprentissage. Donc, puis tu sais, Sandrine disait que j'ai un parcours un peu atypique, effectivement. Là, donc, j'ai enseigné le ski un peu partout à travers le monde. Puis, je suis tombé dans le bain de DeepSight, justement, entre autres parce que un des cofondateurs, Nicolas Berzato, c'est un de mes amis d'enfance. Donc, comme quoi, la vie fait bien les choses. Et on n'est pas là pour dire, je suis pas là pour dire qu'on est expert dans l'apprentissage. Là. J'ai étudié beaucoup donc, dans le volet professionnel avec l'enseignement du ski. On l'étudie aussi de façon assez quotidienne là, à l'interne ici, donc avec des discussions avec des experts en pédagogie, des psychologues éducationnels aussi, avec des recherches à l'interne. Ce qu'on va parler aussi beaucoup aujourd'hui, c'est de l'apprentissage, mais sur un facteur principal. Là. Donc, il y a plusieurs facteurs, on pourrait discuter sur l'apprentissage, mais le facteur principal sur lequel on va discuter aujourd'hui, c'est la rétention d'informations. Donc, vraiment, c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. On va parler de rétention d'informations, on va parler de réalité augmentée, lunettes intelligentes. Donc, avant, j'aime ça poser des questions avant, mais on va poser des questions plus tard. Là. Donc, juste pour bien situer les participants. Là, donc, quand on parle de lunettes intelligentes, c'est vraiment associé à la réalité augmentée. Donc, il ne faut pas confondre les deux types de réalité. Bien, en fait, il y a trois types. Tu as la réalité, tu as la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, la réalité virtuelle, c'est le casque. Donc, on parle vraiment d'un casque qui est utilisé dans un endroit fermé où quand on porte le casque, on est transféré, transposé dans un monde qui est complètement virtuel. Donc, principalement utilisé dans les jeux vidéo, dans les expériences culturelles. En milieu industriel, on voit son apparition pour la simulation. Euh, il y a des très bons avantages à ce type d'outils. Par contre, généralement, quand on parle de nausée, là, pour les gens qui ont déjà essayé, ben, c'est vraiment associé à ce type de technologie. Nous, on est dans la réalité augmentée. Donc, on parle de lunettes intelligentes. Puis, comment ça fonctionne? En fait, là, comme vous voyez à l'écran, là, la lunette intelligente, ben, elle est portée par des apprenants, des opérateurs. On est conscient de notre environnement. Donc, ça ressemble plus à des verres fumés. Puis, on a des hologrammes, donc des éléments 3D qui peuvent être ajoutés à notre champ de vision dans le contexte réel dans lequel on se situe. Et juste pour vous situer un petit peu par rapport à ce qui se fait au niveau technologique, là, avec nos discussions à l'interne, on pense vraiment que la réalité augmentée, on est vraiment au balbutiement.
Donc, il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont faites pour les lunettes de réalité augmentée. Il n'y a pas beaucoup d'appareils non plus. Donc, je pense qu'on est très bien situé ici chez DeepSight pour devenir des leaders autant québécois que canadiens que mondial. Puis, on va parler de ça aussi avec l'apprentissage. Donc, on débute avec rien de moins qu'une citation d'Albert Einstein. Donc, l'apprentissage est une expérience, tout le reste n'est qu'information. En gros, ce qu'on veut dire, donc on ne prétend pas ici être aussi savant qu'Albert Einstein, mais pour, pour avoir vécu l'expérience en fait dans mon secteur antérieur en prof de ski, donc quand on donnait des cours de ski, souvent les clients, ben, ils ne vont pas nécessairement se rappeler de l'information technique que je leur ai discutée, mais beaucoup plus de l'expérience entourant toute cette aventure-là. Donc, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu, les discussions qu'on a eues, les blagues, tout ça. Mais, donc, c'est ça qu'ils vont se rappeler, puis ils vont être engagés de cette façon-là et non pas par l'information typiquement transmise. Et c'est vers là qu'on veut tendre avec la réalité augmentée, vraiment l'apprentissage dit expérientiel. Bon, on parle de la réalité de l'apprentissage technique. On est tombé, nous, DeepSight, dans le bain industriel, principalement par un problème qu'on a tenté de régler, qu'on tente continuellement de régler, en fait. C'est lié au transfert de connaissances. Donc, en fait, en ce moment, on discute beaucoup. J'avais la discussion avec mes collègues tantôt. Là, on parle de principaux facteurs dans l'apprentissage technique. Là, on parle souvent de capture de connaissances, puis surtout de transfert de connaissances. La problématique, elle est répandue partout à travers le secteur industriel. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les petits bonhommes bleus. C'est 75 ça représente une statistique, en fait, assez alarmante qui explique que 75 des entreprises manufacturières utilisent le type de formation comme l'accompagnement sur le terrain. Donc, comme la plupart des enseignements, des transferts de connaissances, on a un expert qui accompagne l'apprenant, qui lui montre comment faire ces étapes, et ensuite l'apprenant peut voler de ses propres ailes et essayer par la suite. La problématique majeure, c'est que ben, les experts, ils sont de moins en moins présents. Donc, ils quittent vers la retraite. Souvent, sinon, si c'est des entreprises qui font affaire avec, qui ont des taux plus bas, des taux d'âge, le moyen de main-d'œuvre qui est plus basse, tant mieux pour eux, mais personne n'est à l'abri du fameux braconnage que j'appelle, moi, le braconnage professionnel qui est répandu à travers l'industrie. Donc, tout le monde se bat pour des travailleurs qualifiés. Donc, personne n'est à l'abri d'un départ d'experts. Donc, ça, c'est la problématique avec laquelle on tente de régler par la réalité augmentée. Au niveau de l'histoire, on fait un petit retour dans l'histoire. Vous voyez là à l'écran, c'est 3 éléments qui ont été marquants au niveau du transfert de connaissances, transfert d'informations. Donc, on voit à gauche la fameuse boue, donc les écriteaux dans la boue qui étaient utilisés par les Sumériens dans les années moins 8000, en fait, excusez-moi. C'était le premier élément qu'on a vu qui a permis de capturer l'information et de la transférer un petit peu plus rapidement. Ce qui est vraiment étonnant, ce que vous allez voir, c'est que ça fait, comme j'ai dit, environ moins de 8000 ans que le transfert d'informations a été fait, puis il n'y a pas vraiment de changement. Parce que vous voyez, une fois que les Sumériens ont développé ce style de transfert d'informations, on a vu l'apparition de l'imprimerie, un autre changement marquant. En 1454 par Gutenberg, ça a permis de répandre l'information encore de façon plus rapide, plus efficace. Puis récemment, là, en 1934, l'apparition de la télévision, puis éventuellement l'apparition des tablettes. Si on discute de ça, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une facilité, une accessibilité beaucoup plus grande. Donc, l'information peut être diffusée beaucoup plus rapidement, mais le médium n'a pas vraiment changé. Encore aujourd'hui, on parle encore du 2D comme moyen de transmission. Puis là, ce 2D-là, en fait, ben, c'est bien, mais la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont liées à l'interprétation. Donc, on parle beaucoup d'interprétation, autant au niveau du fameux guide papier que de la vidéo, parce qu'on peut présenter le même contenu à plusieurs apprenants différents, puis ces plusieurs apprenants différents-là
vont l'interpréter ou peuvent l'interpréter de façon différente. La problématique en entreprise, c'est que généralement, on n'a pas le temps nécessaire pour laisser ce type de transfert d'informations de façon autonome, de le laisser de façon autonome. Donc, ça ne permet pas d'accélérer le temps de qualification. Puis surtout, c'est que ça peut générer des accidents ou des erreurs. Parce que, comme on a dit, il y a plusieurs interprétations qui peuvent être faites. Ce n'est pas un outil qui est sans faille. Puis surtout, ça ne permet pas d'autonomiser l'apprentissage. Donc, ce n'est pas vrai qu'en laissant quelqu'un avec un guide papier ou un guide vidéo, il va être capable d'apprendre par lui-même. J'en suis la preuve. Je suis en train de planifier mon voyage de vélo avec ma copine. On s'en va en France. Puis hier, j'ai suivi le conseil d'un de mes amis. Il m'a dit enlève la vis de ton dérailleur, puis tu vas pouvoir le positionner de façon super efficace près d'une pièce. Je l'ai défait. Après ça, ça a été le bordel. Je peux vous le dire, on est resté pris. J'ai regardé des vidéos, tout ça, je ne m'en suis pas sorti parce qu'il y avait plein d'interprétations. Les dérailleurs ne sont pas tous pareils sur les internets. Donc, sûrement que j'ai vu la réalité augmentée, ça m'aurait sûrement aidé. Donc, je continue. Je vois que dans le chat, il y a certaines questions. Je ne sais pas, Sandrine, est-ce que tu veux qu'on leur réponde? Pour le moment, j'en ai pas vu parce Ah, que OK, non, parfait. tout est correct. Mais OK, t'occupe pas de ça, je prends la relève à ce niveau-là. Et puis, j'ai même envie de te dire, attendons à la fin parce que je sais que tu vas parler quand même de beaucoup de choses différentes. Donc, OK. continue tranquillement et puis on prendra un temps à la fin pour poser toutes tes questions. Je te les Excellent. partagerai. Excellent, parfait. Donc, je continue. Ça a coupé un peu mon élan, mais ce qu'on voulait dire, c'est que jusqu'à présent, on a vu le transfert d'informations, ça fait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Beaucoup d'interprétations qui sont liées à ce type d'informations-là. Pour la première fois de l'histoire, mesdames et messieurs, rien de moins, le médium change. Donc, on est capable d'aller consulter de l'information en 3 dimensions. Puis ce qu'on propose avec la solution DeepSight, puis en général, c'est ce que les solutions de réalité augmentée qui sont supportées dans les lunettes intelligentes permettent. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une image d'un opérateur de plancher qui utilise la solution DeepSight. Donc, l'optique, c'est d'utiliser tous les sens de l'opérateur. Donc, autant son ouïe, le visuel, le toucher. Donc, être capable de vraiment contextualiser les instructions de travail pour qu'il soit vraiment dans un mode d'apprentissage qui est beaucoup plus expérientiel. Puis surtout, ce qu'on veut prouver, c'est qu'on veut que l'apprentissage se fasse de façon autonome. Donc, de répliquer l'accompagnement d'experts sur le plancher. C'est vraiment cette problématique-là qu'on tente de régler avec la réalité augmentée. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails au niveau de la solution. On pourra s'en parler un petit peu plus à la fin, puis je vous inviterai dans le futur à me contacter là, si vous voulez en savoir plus sur la solution DeepSight. Donc, on continue. Donc, on parlait de l'apprentissage dans le 3D, on parlait beaucoup d'apprentissage, de la rétention d'informations dans un style plus expérientiel. Quand on parle de rétention d'informations, on va parler de 3 facteurs. Donc, les 3 facteurs principaux, on va parler de l'engagement, de la présence et du flow. Donc, c'est ce qui va caractériser la rétention d'informations. Au niveau de l'engagement, quand on parle d'engagement, ben, c'est quelqu'un qui est empreint de sa tâche, qui est dans l'action, qui est capable d'apprendre de façon assez rapide, puis qu'il n'y a pas besoin d'attendre. C'est vraiment ça qu'on met de l'avant avec les lunettes de réalité augmentée et la solution DeepSight. Donc, on parle beaucoup en ce moment de… En fait, nous, on a parlé au préalable d'un style de différents styles d'apprentissage. On mettait de l'avant, nous, le modèle VARC, donc les apprenants qui sont visuels, qui sont auditifs, qui sont lecteurs et qui sont kinesthétiques. En parlant avec plusieurs experts en pédagogie, on s'est rendu compte que ben, ce modèle-là est vraiment plus à jour. On va parler beaucoup plus d'effets multimédia. Donc, l'effet multimédia, c'est quoi? C'est une combinaison de tous ces facteurs-là. Donc, c'est ce qu'on veut aller créer dans l'utilisation de réalité augmentée, donc de guides de réalité augmentée. Comme vous avez vu sur la slide précédente, où il y a 2 slides, l'avantage vraiment, là, c'est que l'apprenant est dans l'action. Donc, il voit du contenu en temps réel, il peut le consulter de façon visuelle, donc avec des animations 3D, avec du vidéo, avec certains éléments qui bougent de son environnement. Il peut aussi entendre, donc chaque lunette de réalité augmentée est munie de petits microphones qui permettent soit de la narration, donc pour
guider les apprenants dans certaines procédures qui sont potentiellement à haut risque d'erreur, à haut risque d'accident ou à haut risque de brûlure ou d'électrocution, par exemple. Donc, on peut avoir un auditeur un apprenant qui va entendre, en même temps de voir et en même temps, surtout, de pouvoir pratiquer ce qu'il y a à faire. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est super important. Puis, on discutait de ça justement récemment là, avec certains centres de formation professionnelle. C'est là l'avantage marquant, c'est que tu as un apprentissage un apprenant qui est beaucoup plus engagé, qui n'a pas besoin justement d'écouter un expert, puis après ça, de le répliquer, puis d'essayer d'attendre de comparer. Puis surtout, ben, il n'y a pas besoin de se fier à un guide vidéo pour réaliser sa tâche parce qu'il est engagé, il est dans la tâche. Ça va être vraiment relié au troisième point qu'on va discuter tantôt. Donc, au niveau de l'engagement, un des facteurs marquants qui est accessible par la réalité augmentée. Je vais continuer avec la présence. Donc, le deuxième élément qui est non négligeable, c'est la présence. Donc, on va parler souvent dans un style d'apprentissage de présence. Ça peut être autant au niveau de la présence d'un instructeur, donc dans le volet industriel, on va parler d'experts, donc les fameux SMI, donc les Subject Matter Experts. Donc, c'est ce que toutes les entreprises s'arrachent, avoir des experts sur le plancher qui peuvent transmettre l'information. Dans le cas d'une entreprise qui a accès à des experts, mais qui ont beaucoup trop d'apprenants, ce que vous voyez à l'écran, une des façons qui est vraiment révolutionnaire de la réalité augmentée, surtout des lunettes intelligentes, excusez-moi, c'est le fait d'être capable d'avoir la présence d'un expert, mais qui n'a pas besoin d'être sur les lieux. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple d'assistance à distance. Donc, on a un expert qui est dans un bureau, qui peut voir le contenu qui est projeté par un opérateur, un apprenant qui est en train de réaliser des tâches. Et cet apprenant-là, donc, devient les yeux de l'expert et surtout, il devient sa voix. Donc, l'expert peut communiquer avec lui en temps réel pour l'aider à diriger, à réaliser des tâches, donc surtout en dépannage. Ça peut être super intéressant. Je mettrai un petit astérix là-dessus, au niveau de l'assistance à distance. On en entend beaucoup parler, principalement parce que c'est l'optique qui est la plus répandue, parce que c'est celle-là qui demande le moins de ressources. Par contre, ce qu'on promouvoit chez DeepSight, c'est pas une recette miracle, l'assistance à distance. Pourquoi? Parce que les industriels deviennent beaucoup plus réactifs. C'est encore un mode de résolution de problème. Là. Je divague un petit peu de la rétention d'informations, mais en gros, c'est une méthode qui est vraiment réactive. Donc, l'apprenant, c'est très bien s'il peut se faire aider puis l'expert n'est pas là, mais si c'est sa seule méthode de transfert de connaissances, on ne règle pas la problématique puis l'enjeu de diminution d'experts en entreprise parce que ça te prend quand même un expert. Nous, ce qu'on veut faire la promotion, ce qu'on promouvoit, c'est l'utilisation de la lunette de façon autonome. Donc, vraiment, tu es capable d'apprendre rapidement par toi-même. Puis si jamais tu as des problématiques que les guides de 3D ne te permettent pas de réaliser, là, tu peux te tourner vers cette solution-là. Donc, ça, c'est la première partie de la présence. On peut avoir aussi la présence de ses collègues, donc en classe, par exemple, la présence de coéquipiers. Donc, ça va vraiment aider à la rétention d'informations, entendre les différents points de vue, les différentes versions des faits, surtout la différente compréhension des éléments. C'est quoi le lien avec la réalité augmentée, les lunettes? Ben, il y a certains logiciels qui permettent de connecter plusieurs utilisateurs de lunettes de réalité augmentée en même temps dans la même salle. Fait que pensons un peu à Teams, là, mais un peu sur les stéroïdes. Donc, on est capable de projeter le contenu d'une personne avec un groupe de personnes qui seraient situées un petit peu à travers le champ de vision. Donc, d'être capable de connecter les travailleurs, connecter les apprenants en temps réel, à distance, c'est une possibilité aussi. Puis, finalement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la présence, ben, on peut le faire de façon asynchrone. Donc, on parle beaucoup de cette formule de transfert de connaissances, la formule d'apprentissage asynchrone. Ce que la solution permet de faire, là, ça, c'est vraiment la solution de DeepSight, elle permet de faire. On est capable, donc, en temps réel, dans une tâche,
l'opérateur, ben, s'il n'y a pas personne autour de lui pour l'aider, il peut, s'il réalise que, par exemple, que certains environnements qui sont potentiellement dangereux, qui n'ont pas été identifiés, ou des éléments qui nécessitent un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus d'explication, que c'est moins bien compris, il peut aller, en bon québécois, flaguer ces environnements-là pour une évaluation qui se fait asynchrone. Donc, c'est une façon aussi de communiquer. Donc, même si tu es seul avec ta lunette, tu es quand même connecté à travers le logiciel, tu es capable d'aller flaguer et d'avoir une évaluation, un post-mortem qui se fait de façon asynchrone. Donc, c'est ce qui fait le tour un petit peu de la présence. Donc, quand on a un apprenant qui est engagé, qui sent qu'il y a une présence, qui sent qu'il est supporté, on va avoir un apprentissage une rétention d'informations, excusez-moi, qui est beaucoup plus, qui va être décuplé, en fait. Le dernier élément, je vois que je parle assez rapidement, mais je pense que c'est bon. Les gens ont envie aller luncher. Je ne prendrai pas une heure pour expliquer tout ça. On voit le flow. Donc, le dernier élément au niveau de la rétention d'informations, c'est le flow. Si des gens qui sont sportifs l'ont déjà vécu ou même dans une tâche qui est plus prenante, là, le fameux flow, là, c'est quand quelqu'un, on dit qu'il est dans sa zone. Donc, les athlètes professionnels vont le sentir. Là, on peut le voir. Là, des fois, ils sont imbattables pratiquement. Là, les LeBron James de ce monde, les Tiger Woods dans le temps qui étaient bons. C'était des exemples parfaits de flow. Mais on peut l'avoir à plus petite échelle ou à échelle un petit peu humaine, là, je dirais. Puis, en gros, ce que c'est le flow, c'est vraiment quand le niveau de complexité de la tâche est parfaitement aligné avec le niveau de compétence de l'apprenant. Donc, on peut le voir souvent là, si vous avez été pédagogue ou si vous avez déjà. Je peux vous donner un petit exemple de moi quand j'étais prof de ski, là, puis j'en parle encore avec mes collègues parce que des fois, on fait des sorties de ski chez DeepSight. Puis c'est arrivé avec un de mes collègues, en fait. Souvent, ce qui arrive, là, c'est quand on projette quelqu'un dans un environnement où c'est beaucoup trop difficile pour ses capacités, il ne va pas aimer ça. L'exemple parfait, c'était notre collègue Tony. J'en ai vécu beaucoup avec des apprenants, avec de mes élèves en ski. Là. Si quelqu'un, peut-être que vous allez relier à cette situation-là, là, si les gens ont déjà essayé de faire du ski, mais la première fois que tu fais du ski, là, il y a une progression à réaliser pour des gens qui sont soit aptes ou un peu moins aptes avec des habiletés physiques. Les gens qui font plus de ski maintenant, souvent, c'est parce qu'ils sont allés à une sortie de ski avec leurs amis. Leurs amis n'avaient aucune compétence pédagogique, les ont emmenés en haut de la montagne, leur dit fais ce que je fais, descends, suis-moi. La personne, ce qui arrive, c'est qu'elle va descendre la montagne, elle va tomber potentiellement 15, 20, 25 fois, elle va être mouillée, elle va avoir mal aux fesses, puis elle va se dire ce sport n'est pas fait pour moi. Pourquoi? Parce que son niveau de compétence n'était pas aligné avec le niveau de complexité de la tâche. Le niveau de la tâche était beaucoup trop difficile pour ses compétences. Fait que l'optique, avec la réalité augmentée, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir intégré des systèmes d'intelligence artificielle, puis d'être capable de projeter en temps réel l'exacte bonne procédure que l'opérateur ou l'apprenant devrait voir devant lui. Ce qui arrive des fois, ce qu'on parle en entreprise, c'est que tu as des apprenants qui sont complètement nouveaux, qui ont besoin d'avoir beaucoup d'informations, qui ont besoin de comprendre pourquoi telle tâche a été réalisée. Donc, on va avoir des guides qui vont être très, très longs, très, très exhaustifs, autour de 50 étapes, par exemple. Puis, on va avoir un opérateur d'expérience qui, lui, veut se servir de la lunette, mais pour d'autres opérations, juste pour avoir un petit refresher. L'opérateur d'expérience n'a pas besoin de voir le même guide que l'apprenant qui est nouveau, qui est à sa première semaine. Donc, ce qu'on veut développer, c'est la possibilité de justement d'aligner ce type, ces deux facteurs-là ensemble pour être capable de projeter la bonne information au bon apprenant en temps réel pour que celui-ci soit dans le flow qui est représenté par les sportifs. Puis ça, honnêtement, ça va faire toute la différence. Mais voilà, je pense que ça fait le tour un petit peu du flow. On arrive à la fin de la présentation. J'ai glissé quelques éléments qui exposaient un peu DeepSight. Ce que je proposerais, ce serait si ça a suscité votre intérêt, s'il y a des éléments que vous aimeriez discuter un peu en profondeur, vraiment, que ce soit au niveau de la solution DeepSight ou au niveau de toutes les solutions qui sont faites sur le marché, rentrez en contact avec Sandrine ou avec moi, un des deux. Puis ça me fait plaisir d'élaborer un petit peu plus ce sujet-là qui est très novateur, qui peut sembler complexe, mais qui est assez simple, puis que nous, DeepSight, on le rend
très, très simple aussi. C'est ça notre mandat. Donc, voilà, ça fait le tour. 27 minutes, je pense que Merci Philippe. voilà. J'espère que ça a été Donc, clair. oui, ça a été clair. J'ai quelques questions déjà en partant pour toi. Oui, Euh, bon, on comprend qu'on parle beaucoup d'autonomie, d'amélioration du temps de qualification de nouveaux employés, par exemple. Euh, pour la proposition de DeepSight, euh, est-ce que vous êtes dans une perspective de développer des solutions? Ce que j'en comprends, c'est que les solutions que vous offrez aux entreprises, c'est un peu du cas par cas, dépendamment de leur unité de production. Mais est-ce que tu es capable quand même de nous dire, euh, pour une entreprise manufacturière, les délais d'implantation de ce type de solution? Est-ce qu'on parle d'un an? Est-ce que ça peut être 6 mois? C'est c'est quoi vrai. approximativement? C'est une excellente question. En fait, tu sais, l'avantage de la solution DeepSight, c'est que c'est un peu comme le PowerPoint des instructions de travail. Donc, pour clarifier, la première, tu avais un petit volet dans ta question, excuse-moi, là. Mhm. Les entreprises deviennent maîtres de leur contenu, deviennent maîtres de l'application. Donc, c'est eux qui gèrent à l'interne la création de contenu. Donc, c'est vraiment rapide, là. On parle d'une implantation. Bon, notre implantation exhaustive, elle dure entre 6 et 8 semaines. Donc, c'est là qu'on va former des gens à l'interne des entreprises sur la création de contenu, sur le déploiement du contenu dans les lunettes et sur la consultation des données qui sont générées par ces guides 3D. Donc, on parle entre 6 et 8 semaines, mais c'est vraiment flexible. 6 et 8 semaines, c'est pour des gens qui sont. On aime ça que, justement, ça me fait penser à ce que je viens de dire. Là. On garde 6 à 8 semaines parce qu'on veut garder les gens engagés. Donc, l'optique, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont environ une séance par semaine qui baignent dans la solution DeepSight pour que assez rapidement, il y ait du contenu qui soit créé et qui puisse être capable de le déployer sur le terrain par la suite. Donc, c'est assez rapide, mais c'est flexible surtout en fonction des disponibilités des entreprises. OK. Puis, j'imagine que dans ce contexte-là, vous apportez un soutien aux entreprises pour l'implantation, mais aussi le suivi, tout ce qui est par la suite à établir avec les formations qui sont dans ce contexte-là. Exact. Donc, on a un 6 à 8 semaines qui va être vraiment l'offre de service, l'accompagnement vraiment très proactif. Puis après ça, on a un 4 mois environ où on est là en support plus passif, où on va créer des instructions un petit peu supplémentaires, on va aider à modéliser, on va aider à simplifier, à trimer certains modèles, support technique, tout ça. Donc, on est là vraiment on dit 4 mois. Après ça, on va avoir un soutien qui va être technique. Là, vous le voyez, là, on n'est pas. Ce qu'on aime se dire, c'est que nos compétiteurs, c'est comme Microsoft puis PTC, des entreprises multinationales qui. J'ai fait affaire avec eux récemment. On avait un problème avec une de nos lunettes, puis ils savent pas. Ils savent vraiment pas et quoi, qui fait quoi dans leur entreprise, puis quel contact à prendre. Tandis que vous contactez DeepSight, ça va être soit une personne comme moi qui va répondre, qui va transférer notre équipe technique. Fait qu'on est vraiment une approche beaucoup plus humaine que les multinationales qui sont nos compétiteurs. OK. Donc, dans ce contexte-là, tu parles des lunettes de réalité augmentée. Ouais. Est-ce que toute la solution plus physique, les lunettes, applications, tout ça, c'est une offre que vous faites aussi dans votre package? En fait, c'est nous, je ne l'ai pas précisé, mais on est vraiment l'entreprise qui développe le logiciel qui permet d'être déployé sur lunettes intelligentes, sur appareils mobiles. Donc, si vous avez un téléphone intelligent, là, un iPhone, un iPad, vous pourrez aller télécharger notre application dans le App Store, donc DeepSight. Donc, on n'est vraiment pas revendeur, on n'est pas fabricant de hardware. Donc, il y en a un au Canada qui est le revendeur principal qui s'appelle Insight. Donc, on a une bonne relation avec eux, on coordonne. Tout ce qui est achat de matériel, comme les iPads, c'est nécessaire aussi, là. Mais c'est n'est pas en lien avec nous. Donc, c'est vraiment à l'entreprise ou à l'organisation de se procurer l'équipement nécessaire, puis ensuite, ben, c'est déployé. Mais on est conscient qu'il y a des entreprises avec qui on travaille qui achètent des lunettes juste pour utiliser la solution DeepSight. Donc, évidemment, on a développé vraiment des outils, autant des guides en ligne que de l'aide technique pour tout ce qui entoure la lunette intelligente. Si c'est des questions de lunette intelligente, on y répond, là, on est conscient. Donc, c'est pas nous qui la fabriquons, c'est pas nous qui la revendons, mais on l'utilise, on est assez expert là-dedans. Fait qu'on a un support associé à ça. OK. Philippe, j'ai une question
on a des petites, des moyennes entreprises. Ce type de solution, on a, c'est toujours difficile de savoir, d'évaluer un prix qui peut être associé. Est-ce que tu peux nous dire un coût approximatif pour l'achat de l'équipement et le développement de ce type de solution dans une entreprise? En Ouais, bref, est-ce que c'est accessible à des petites entreprises manufacturières? ça dépend toujours de la valeur qu'on associe à la formation du personnel. Tu sais, une entreprise qui a 25 employés, mais qui a une rotation constante, qui a des procédures critiques, que l'arrêt de production fait en sorte qu'on perd des dizaines de milliers de dollars, tu sais, des fois par mois, parce qu'il y a un manque de transfert de connaissances. Ben là, que tu sois 25, que tu sois 250, ça dépend vraiment des procédures puis tu sais, du contenu que tu vas en mettre dans la solution. Je te dirais que pour une entreprise, je vais donner un exemple avec une entreprise avec qui on fait affaire, qui est d'une taille d'autour de 300 employés. Euh, qui ont 300 employés sur le plancher, on parle d'une implantation à 25 000 puis des coûts, des frais de licence de 10 000 environ par année par lunette. Donc, là, je vois ton, On parle de combien de lunettes à ce moment-là? Parce que 300 employés, là, j'imagine que c'est pas une seule paire, là. ben, c'est ça, ça varie, tu sais, ça varie beaucoup. Tu sais, l'entreprise à laquelle on parle, quand ça va être déployé sur le plancher, on va parler d'autour de 20 départements, donc potentiellement 20 lunettes. L'avantage, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est un de nos avantages vraiment compétitifs en ce moment, là, qui, à mon humble avis, en ce moment, n'est pas utilisé parce que la seule lunette qui est disponible sur le marché, c'est la lunette Microsoft. Ce que je veux dire, c'est que nous, sans rentrer dans les détails techniques, mais à l'interne, chez DeepSat, on a développé notre propre engin graphique, ce qui fait, nous, que nous sommes agnostiques de plateforme. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est indépendant de plateforme. Donc, en ce moment, on est compatible avec la lunette Microsoft HoloLens 2 parce que c'est la seule pratiquement sur le marché. Mais on prend le pari que dans un avenir assez rapproché, les géants technologiques comme Meta, comme Google, comme Apple vont sortir des lunettes, soit de réalité augmentée ou de réalité mixte, qui vont être compatibles. Puis l'avantage, c'est que nous, à l'interne, comme on a développé notre logiciel qui permet d'être compatible avec les lunettes de Microsoft, ben, développer le contenu ou la compatibilité, excusez-moi, pour une lunette Apple, ça nous prendra pas de temps, puis surtout, ça ne prendra aucun effort au client. Donc aujourd'hui, là, si vous êtes une organisation, vous commencez à créer du contenu, vous avez une petite entreprise, par exemple, qui n'a pas tant de moyens, donc une lunette pourrait suffire. Mais là, que vous voyez que. Hop, attends, t'es sur mute. Oui, excuse-moi. Pas de On trouble. parle de quel prix à peu près pour une lunette? Une lunette, en ce moment, c'est autour de 5 000 par lunette. OK, Ouais. d'accord. Donc, on parle. C'est un des facteurs dont on est un petit peu, on est un peu dépendant. Mais comme je vous ai expliqué au début, là, on est où la réalité virtuelle était il y a 5 ans. En ce moment, la réalité virtuelle, là, c'est répandu à travers, c'est répandu à travers pratiquement un foyer sur trois. Là. C'est un jeune sur trois, je pense, qui a des lunettes de réalité virtuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'utilisation aussi. Donc, il y a plein de compagnies qui développent des applications pour être utilisées sur ce type de lunettes-là. En ce moment, il n'y a pratiquement aucune application qui est faite pour des lunettes de réalité augmentée. Donc, ce qu'on prend le pari, c'est que plus il va y avoir d'utilisation, plus il va y avoir de compétition, donc il va y avoir une valeur pour les géants de l'industrie pour développer la technologie. Puis après ça, qui dit compétition dit baisse de prix, amélioration du produit. Fait que, comme quand on était, je ne sais pas si le monde se rappelait, mais on en discutait hier à l'interne, mais le premier iPhone, c'était autour de 1500 le iPhone, avec une carte graphique qui était vraiment basse. Puis, tu avais un package de télécom, ça coûtait 100 par mois pour avoir 1 gig de données. Fait que ça s'est amélioré avec le temps. Fait que c'est vraiment ça qu'on décide de prendre comme pari. Puis ça va être vraiment un avantage qui va être marquant parce que justement, le contenu qui est développé aujourd'hui va être compatible avec les prochaines utilisations, avec les prochaines lunettes qui vont sortir sur le marché. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, vu que vous n'êtes pas dépendant du matériel en tant que tel, ça permet à l'entreprise de faire des choix plus éclairés. Par la suite, s'il y a des changements de matériel, vous vous suivrez aussi au niveau de votre solution. Exactement. Puis, tu sais, OK. en ce moment, la compétition, j'en ai pas parlé, mais tu sais, le compétiteur premier, c'est Microsoft. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé un logiciel qui est compatible avec leurs lunettes. La problématique, c'est que si tu embarques avec les logiciels Microsoft, qui, selon moi, je mets en toute transparence, là, je ne vais pas mes lunettes de vendeur DeepSight, là, mais c'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins efficace. C'est moins user-friendly, là, la création de contenu et tout ça. Mais tu es dépendant de l'équipe Microsoft HoloLens 3.
Tandis que nous, ben, là, il y a une lunette Magic Leap 2, vous irez voir si vous voulez, Magic Leap 2 qui sort là, actuellement, qui va être commercialisée potentiellement. Ça peut être une option. Fait que, alors, Google va sortir une lunette, donc on attend juste ça. Nous, on est juste prêts, littéralement, on attend juste Parfait. qu'il y ait d'autres lunettes. OK. Je vais passer à une autre question. Est-ce que ça peut s'appliquer autant à des tâches répétitives ou plus complexes? Et puis, si tu as un exemple de tâches possibles, ce serait intéressant. Oui, ça peut s'effectuer dans les deux. Ça dépend vraiment ça dépend vraiment aussi au niveau à quel point c'est critique, la procédure est critique. Fait que si c'est une procédure qui est complexe, mais qui est ultra critique, là, ça vaut la peine de la concevoir en réalité augmentée parce que j'expliquais, je peux donner un exemple avec une entreprise en pharmaceutique, notre client, qui, eux, ont ont 4 corps de travail ou 5 corps de travail. Jour, soir, fin de semaine et nuit. Puis ils ont des changements de produits. Fait que le fameux changeover de produits, il y a des arrêts de production qui sont évalués environ un arrêt de production par mois parce que quand il y a des procédures de changement de produit, parce que la machine, elle roule 24/7. Fait que tu ne sais jamais si ça va tomber durant le jour, si ça va tomber durant la fin de semaine. Les employés de nuit, de fin de semaine sont malheureusement moins qualifiés. Il y a moins d'experts sur le plancher. Donc là, il y a des arrêts de production qui sont majeurs qui engendrent des coûts majeurs. Donc là, on parle d'évaluer ou de créer du contenu pour une ligne complète. Donc, c'est assez complexe. Par contre, c'est une procédure qui, quand elle arrive, ben, tu es content de l'avoir en réalité augmentée parce que n'importe qui est capable de réaliser la tâche. Donc, Ouais, ça, je tu dirais, suis les besoins. suis les besoins exactement. Puis c'est ça, ça dépend vraiment à quel point c'est critique. Qu'est-ce que ça engendre comme problématique quand cette procédure-là, il y a un pépin, il y a un arrêt de travail. Quand c'est répétitif, c'est sûr que c'est un petit peu plus avantageux, surtout au niveau ça va être beaucoup au niveau de la création de contenu. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que notre plateforme, elle est super simple d'utilisation. J'ai comparé à PowerPoint. Effectivement, ça ressemble à PowerPoint. Mais comme toute chose, ça prend du temps. Donc, si c'est une procédure qui est plus répétitive ou si c'est un roulement d'employés sur 4-5 tâches qui sont très répétitives, ben, mettre du temps dans la création de contenu, ça va valoir la peine parce que tu sais qu'il va y avoir beaucoup plus d'utilisation puis que ça va prendre un petit peu moins de temps à créer. Donc, on peut s'aligner vers là. Mais honnêtement, je répondrais que c'est pour ça qu'il y a une implantation, qu'on appelle l'implantation de projet pilote où on crée des procédures pour vous. Puis c'est là que, dans le processus, avant d'arriver au projet pilote, on envoie déjà les réflexions avec les entreprises afin de se poser la question où est-ce que je pourrais implanter ce type de procédure-là 3D? Quel département qui fitterait un petit peu le mieux? Puis quand on arrive en projet pilote, ben là, nous, on crée 3 procédures, puis on essaie d'aller créer des différentes procédures qui ne sont pas tous, par exemple, en inspection d'équipement, parce que ça peut être en inspection, ça peut être en maintenance préventive, ça peut être en assemblage, ça peut être en opération de machine, démarrage de machine, cadenassage de machine. Donc, on essaie d'enligner les entreprises vers 3 différents cas d'utilisation, voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, c'est quoi les réactions sur le plancher, puis après ça, ben, ça va nous aider à nous guider vers la suite des choses parce que je ne l'ai pas mentionné, mais dans le 25 000 dans l'implantation, ben, il y a beaucoup de création de contenu qui est fait de notre côté. On a autour de 15 procédures qui sont créées par nous pour l'entreprise. Donc, c'est là qu'on va vraiment essayer de tester certains éléments. Puis on va faire un petit peu les tests. Puis après ça, ben, l'entreprise, après les 6 mois, ben, ils ont au moins 15 procédures qui ont été faites par eux. Puis entre-temps, ben, rien n'empêche l'entreprise à l'interne de créer ses propres procédures, même si c'est encouragé. OK. Dans ce contexte-là, j'ai envie de te poser aussi une question très simple. Oui. Est-ce que les entreprises avec qui vous avez déjà eu affaire, est-ce que vous avez été capable, en fait, est-ce que les entreprises ont été capables d'aller chercher certaines aides financières, de subventions, des choses comme ça, ou votre système, c'est un peu délicat peut-être pour la formation ou autre? Là, tu me parles, c'est une question en termes de subvention? Oui, des choses comme ça. Est-ce Ben, que, par exemple, Service Québec peut accompagner ouais, les entreprises? je me suis plongé là-dedans, honnêtement, c'est un trou un peu sans fin, mais j'ai réussi à parler avec quelqu'un d'Investissement Québec, de Service Québec. Il y a deux types de subventions, bien indépendamment. Parce qu'après ça, c'était en agroalimentaire, en transformation alimentaire, tu le MAPAC qui embarque là-dedans aussi. Là. Mais je dirais qu'il y a 3 principaux vecteurs de subvention. Le premier, c'est Service Québec. Service Québec, on a déjà monté en collaboration, en fait, l'entreprise a monté un projet. Ils vont subventionner tout ce qui est formation. Donc, le volet formation, donc au niveau de l'implantation, quand on forme les gens à l'interne à utiliser le studio, à utiliser la lunette, même la console,
ils vont rembourser une certaine partie. C'est pas significatif, là. Je dirais que c'est autour de peut-être 10% peut-être du 25 000. Ensuite, par contre, il y a un beau programme là, qui est fait par Investissement Québec, qui est le programme ESSOR. Là. Il y a plusieurs volets. Là. Il y a le programme ESSOR. Là. Le gouvernement ne font jamais ça très simple, mais tu as le volet ESSOR A, B, puis C. Oui, c'est tout, oui, tout à fait. Un C qui devrait rentrer effectivement dans ce Exact. contexte-là. Donc, dans le C, j'ai parlé, là, puis ça, si vous voudrez, je pourrais vous envoyer l'information. Je me suis fait aider, là, mais dans le volet On C. est là pour accompagner aussi. En Si plus. je soulève cette question-là, c'est qu'effectivement, on peut accompagner les entreprises pour aller démarcher pour ces demandes de subvention. Donc, c'est possible. effectivement. C'est possible. C'est comme autour de 5 documents. Là, ils vous demandent en gros, ça prend un genre de document qui permet de donner de l'information additionnelle. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser la solution, en quoi la solution va permettre de. Oui, le plan numérique. Est-ce que Exact. vous aidez au niveau de ce plan numérique aussi pour le compléter avec l'entreprise? Ben, Nous, on est en mesure de le faire, évidemment. Il y a certaines questions très techniques qui sont plus de type accompagnement spécialisé. C'est sûr que c'est des questions, on va les aider. Ce n'est pas notre rôle de monter le projet pour l'entreprise, mais on est certainement là pour essayer de les guider quand c'est un petit peu plus technique, Voilà. pour essayer à remplir des documents. Là, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais... ça, de notre côté, bon, on peut accompagner, mais c'est effectivement tout le volet un peu plus technique parce ouais. qu'on parle quand même de réalité augmentée avec une solution qui est très innovante. Ouais. Donc, c'est vraiment le contexte d'avoir de l'information précise au niveau de l'offre de service ou autre pour les demandes de subvention, effectivement. Puis ça, j'aurais tendance à dire de faire la promotion de ça. Il y a plein de subventions. Puis je parlais encore avec quelqu'un hier qui me disait qu'il va y avoir d'autres programmes, je pense, fédéraux qui vont arriver cet automne. Là. Je suggérerais, généralement, les grosses entreprises, là, les multinationales, ils ne pensent pas à ce type de subvention-là, mais ça prend un petit peu plus de temps. Mais honnêtement, si on est capable d'aller chercher un 50% là, de subventions pour des implantations, puis même parfois des achats d'équipements, parce que je ne veux pas mettre des mots dans des faux espoirs, mais ça vaut la peine de se plonger là-dedans puis de parler avec des experts de subventions comme Sandrine. Là. Honnêtement, là, il y a plein de subventions, mais c'est qu'on est. Si vous rentrez là tout seul, c'est vraiment difficile là, pour l'avoir vécu. Là, c'est comme un peu Astérix Obélix dans les 12 travaux. Là. Mais si on a des partenaires comme Sandrine, comme les conseillers chez Nouvelle Beauce Économique. Développement économique Nouvelle Beauce, tout à fait. On est là pour accompagner. Exact. J'enverrai les entreprises vers là. Vers là. Puis si je sais qu'il y a des gens qui sont plus au niveau éducationnel, le centre de formation aujourd'hui, là, mais on est en train de créer un partenariat avec le Récit FP qui est un peu le même principe, là, mais plus enligné vers centre de formation professionnelle. Là. Il y a plein de ressources pour aider à aller chercher de la subvention. Il faut juste le savoir. OK. J'ai une dernière question, mais selon moi, j'ai déjà la réponse en tête, mais je préfère quand même te la poser. Ouais. Quand tu parles de la partie son, vision qu'on a avec le casque de réalité augmentée pour la personne qui est donc dans cet apprentissage, est-ce que cet apprentissage peut être personnalisé? C'est-à-dire que cet employé-là peut faire une pause, le reprendre plus tard, revenir sur certaines choses. Est-ce qu'il y a beaucoup de latitude à ce niveau-là par employé ou c'est quelque chose de plus générique? En fait, éventuellement, ce qu'on va vouloir mettre de l'avant, c'est vraiment, avec de l'intelligence artificielle, de vraiment pousser le bon contenu à la bonne personne. Pour le moment, on est capable de segmenter vraiment chaque utilisateur. C'est vraiment ça un des avantages. Là. Ça va vraiment être lié avec le système de console. Donc, l'optique, c'est d'être capable de. Ça ne donne rien d'avoir des données qui sont génériques pour toute l'entreprise. Donc, vraiment, ce qui va permettre de donner beaucoup de valeur à la solution, c'est de savoir que employé X ou opérateur X a pris 2 fois plus de temps dans la solution, puis il a pesé vraiment beaucoup trop de fois sur le menu de retour parce qu'il n'était pas sûr de la procédure. On est capable de prendre des photos à certains moments dans les procédures. Fait que les photos qui, s'ils ne correspondent pas à des barèmes de sécurité, ben, de savoir que c'est cet identifiant-là ou cet opérateur-là qui a fait la procédure, c'est super pertinent pour l'équipe de management. C'est comme des tableaux de bord, des indicateurs de performance qu'on peut intégrer à ça. Exactement, okay. C'est relié. Ouais. Ça, c'est tout ça dans la plateforme DeepSight. Donc ça, c'est intégré dans la plateforme DeepSight. Puis, tu as cet élément-là. Puis, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, là, mais on a développé des affaires vraiment, vraiment cool là, qui permettent à l'opérateur de mettre la lunette, de se faire reconnaître par l'iris,
En moins de 15 secondes, il est capable d'être dans l'application DeepSight, puis on sait que c'est tel utilisateur qui a la lunette en ce moment sur la tête. OK, excellent. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Au pire, allez, si d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à nous les partager via un courriel. Ça nous fera plaisir d'échanger avec Philippe à ce niveau-là. Donc, j'ai envie de vous dire que nous concluons ainsi ce webinaire. Je tiens à te remercier, Philippe, d'avoir accepté notre invitation. Cela nous a permis d'avoir une bonne idée des possibilités d'apprentissage grâce à la réalité augmentée. C'est vraiment plaisant. Je souhaite également remercier tous les participants pour votre présence. Un court sondage va vous être envoyé d'ici peu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et des sujets qui pourraient vous intéresser pour nos prochains webinaires. Merci encore à tous et je vous souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup.